reviendrai aussi un petit peu plus tard, qui a travaillé avec Charpentier, qui a travaillé avec Gervais, qui pratiquait 4 ou 5 instruments, la viole de gambe, le clavecin, la flûte, la guitare. On va retomber tout de suite dans les travers de la Régence. Figurez-vous qu'il a même composé une musique de film, puisque effectivement, le fameux film Que la fête commence de Tavernier, si vous regardez juste le générique, vous verrez que la musique du film est composée par Philippe d'Orléans, donc régent de France. Alors comment ça s'est passé? Tout simplement, Tavernier avait demandé à un compositeur de musique de film, Antoine Duhamel, le fils du grand écrivain Georges Duhamel, de retrouver des partitions, et ils ont adapté, Duhamel a adapté les partitions qu'il a retrouvées pour en faire la musique de Que la fête commence, donc ce film qui est sorti effectivement il y a aujourd'hui 50 ans, le 20 février 75. Pour le coup, la date, on a effectivement la date précise. Pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement pour vous montrer qu'on a quand même déjà, rien que dès l'introduction, à faire un personnage qui est déjà extrêmement complexe, parce que c'est effectivement d'abord un politique, donc il est régent de 1715 à 1723, c'est la régence de Louis XV. Normalement, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, puisque Louis XIV avait une très très longue descendance, et cette descendance, on en reparlera aussi, s'est éteinte, et donc il est arrivé effectivement en tant que régent, alors qu'il n'était absolument pas prévu pour ça, ne serait-ce encore qu'une année auparavant. Donc une trajectoire aussi fulgurante, et je trouve que c'est quand même très bien de le dire, parce que Franck Ferrand l'a dit juste avant, je suis désolé, hein, mais l'image qu'on a du régent, c'est ça. C'est-à-dire, alors là, voilà, on a notre ami Philippe Noiret. Alors, il est quand même assez digne hein, sur la photo que j'ai choisie. Il y a pire, hein, bien sûr, dans le film. Et puis, bien sûr, Jean Rochefort, en âme damnée du régent, c'est-à-dire en Abbé du Bois. Et en fait, c'est ça qu'on conserve comme image du régent, c'est-à-dire cette image de prince. Si vous avez vu le film, un peu libertin, une image d'un prince qui est frivole, qui est brillant certes, mais qui finalement passe une grande partie à s'amuser. Bien entendu, c'était l'introduction que vous venez de faire. Moi, je vais essayer, bien entendu, de vous montrer un petit peu le contraire, et effectivement, de vous montrer que le régent, c'est autre chose, même si on pourra en reparler. Le film est quand même remarquable à de nombreux égards. Alors le régent, Philippe d'Orléans, il est né en 1674 et c'est bien sûr un prince de haute lignée. Il est le neveu de Louis XIV et il est, si vous faites donc la dynastie, il est tout simplement le petit-fils de Louis XIII et l'arrière-petit-fils d'Henri IV. Il porte même ce titre de petit-fils de France. On a bien sûr ses parents qui sont extrêmement célèbres. Donc vous avez ici Monsieur, frère du roi, et Madame, sa mère, princesse palatine, donc princesse allemande. Et je pense que les portraits, qui ne datent pas de la même époque, hein, sont assez parlants. Je crois qu'on n'a jamais vu à la cour de couple aussi mal assortis. C'est-à-dire que là, on a vraiment deux personnalités, mais qui sont aux antipodes, vraiment aux antipodes, aux extrêmes. Alors, monsieur est quelqu'un, c'est un précieux, raffiné, qui adore l'étiquette de la cour. C'est un grand spécialiste de l'étiquette de la cour. C'est une sorte de parfait courtisan, le premier en fait des courtisans, qui adore aussi, aime aller au château de Saint-Cloud, qu'il a entièrement décoré, qui est entouré bien entendu de ses mignons. Et puis de l'autre côté, Madame Palatine, princesse allemande, qui elle, alors là, sur ses, il faut dire que sur vous voyez, hein, ses parures, elle y accordait extrêmement peu d'importance. Elle dit même que c'était monsieur qui l'habillait, que monsieur jouait à la poupée avec elle, vous voyez. Et surtout, elle aime la chasse, elle va chasser beaucoup avec son beau-frère, avec Louis XIV. Et bien entendu, elle est restée surtout extrêmement célèbre bien pour sa correspondance. C'est vraiment quelqu'un qui écrivait énormément de lettres.
à tel point que aujourd'hui, bien sûr, sa correspondance est largement utilisée par les historiens, alors qu'en fait, nous n'en avons que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire ce qui a été publié en France, c'est vraiment, quand on regarde, c'est vraiment une toute petite partie, et il y aurait encore énormément à découvrir si on s'attelait à la tâche qui est un peu rébarbative, qui est d'aller chercher les lettres allemandes. Je pense qu'on découvrirait quand même beaucoup de choses. Alors, elle avait également son franc-parler, hein. On sait, elle détestait Madame de Maintenon, qu'elle appelait la vieille Guenon, enfin, c'était, elle ne me mâchait absolument pas ses mots. Et c'est un couple qui ne vécut pas en bonne intelligence, hein. C'est-à-dire que leur relation était extrêmement compliquée, mais il y avait une chose sur laquelle ils se sont toujours entendus, c'est que le rang de leur fils devait être absolument respecté, et bien entendu, leur fils devait avoir une éducation vraiment excellente, voire parfaite, voire digne d'un roi. Et le petit prince, qui s'appelle alors le duc de Chartres, hein, on ne parle pas, le duc d'Orléans, c'est lui, hein, bien sûr, à cette époque, donc le fils du duc d'Orléans, notre ami le régent, le duc de Chartres, va recevoir une excellente éducation sous la férule de sa future âme d'aîné, que j'ai déjà cité, donc de l'abbé Dubois. D'ailleurs, l'abbé Dubois était quelqu'un qui savait très très bien y faire, hein. Il avait écrit tout un plan d'éducation en disant que si un jour son élève arrivait aux affaires, il serait tout à fait prêt justement à gouverner et à être à la tête de l'État. Quand vous lisez ça, il dit bien sûr pas comme ça, hein. Il dit il peut tout à fait être à la tête des affaires et conduire les affaires. C'est d'ailleurs très très marquant parce qu'on se dit finalement Dubois avait peut-être l'impression qu'il se passerait quelque chose. Là, une interprétation bien sûr que je garde pour moi parce qu'elle n'a pas grand intérêt. Mais il savait faire briller son élève et par exemple, il organisait des sortes d'examens publics. Alors il faut imaginer, hein, au château de Saint-Cloud, on faisait venir des courtisans et le petit duc de Chartres arrivait et en fait on lui faisait une sorte d'interrogation orale, notamment sur la dynastie des princes allemands. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà plongé dans la dynastie des princes allemands, moi j'ai déjà un petit peu essayé, on s'y perd complètement, et flagornerie ou pas, tous les témoignages expliquaient que le petit duc de Chartres était extrêmement doué, qu'il ne se trompait jamais et que même sur certains jurys il était capable de leur en apprendre, c'est-à-dire que lui-même reposait des questions auxquelles bien sûr le pauvre jury qui était composé d'affidés de monsieur ne savait pas du tout répondre. Donc vraiment, finalement, un jeune homme, un enfant qui déjà était brillant, donc avec un avenir qui s'annonçait là aussi sous les meilleurs auspices. Très rapidement, bien entendu, quand vous êtes donc le neveu du roi, quel est votre destin? Votre destin, c'est d'être militaire. Et donc, dès l'âge de 17 ans, c'est-à-dire en 1691, eh bien, le duc de Chartres, ici, il est représenté à l'âge de 15 ans. Hein, mais vous voyez, c'est intéressant sur ce portrait, il a 15 ans, mais il est déjà bien sûr représenté avec une armure, avec la cuirasse et avec un paysage en arrière-plan qui est un paysage de guerre. Et bien entendu, parce qu'il est destiné à faire la guerre. Et justement, ça va être la deuxième étape de sa vie. Il va aller sur les champs de bataille pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, donc la guerre qui se déroule de la fin des années 1680 à 1697, et il va aussi briller sur les champs de bataille. C'est-à-dire que il va montrer toute sa valeur militaire, c'est vraiment quelqu'un d'intrépide. Alors là aussi, il faut toujours faire attention, est-ce que ce n'est pas de la simple courtisanerie, ou est-ce qu'il y a une réalité derrière? Mais tout de même, tous les témoignages concordent. Notamment, la première fois qu'il va sur le champ de bataille, accompagné bien sûr de Louis XIV, en 1691, lors du siège de Mons, eh bien, il montre un courage assez extraordinaire, puisqu'il est près des tranchées, on raconte qu'il y a des poulets qui tombent. Alors, Louis XIV est là, donc évidemment pas trop près quand même, mais pas trop loin, et qu'il trouve ça tout à fait normal, et finalement, il se trouve extrêmement bien sur le champ de bataille. Vous avez aussi des batailles où véritablement il a brillé, toujours dans cette guerre de la Ligue d'Augsbourg,
notamment en 1692 à Steinkerk, ou en 1693 à Nervinden. Il était sur le théâtre des Flandres, hein, comme les noms que je vous dis vous l'indiquent, hein, sur la sonorité donc de ces villes où se sont déroulées ces batailles. Et par exemple à Steinkerk, il est blessé. Il a une blessure donc au bras droit et ça ne l'empêche pas en fait de remonter sur son cheval et de mener de nouveau un assaut. Et puis à Nervinden, il mène aussi plusieurs assauts successifs et on trouve même qu'il est extrêmement imprudent parce qu'il manque de se faire attraper, on dit, par le juste au corps, notamment par un ennemi, et donc d'être fait prisonnier. Mais finalement, il arrive à s'en sortir, un peu par miracle, et en tout cas, ça lui vaut une gloire vraiment extrêmement importante à la cour. Alors, une gloire d'ailleurs que son cousin, si je puis dire, le duc du Maine, va également chanter ses louanges. Quelques mots sur ce personnage que nous allons retrouver à plusieurs reprises sous la Régence. Le duc du Maine, c'est un fils de Louis XIV et de Madame de Montespan. Autrement dit, c'est un bâtard, hein, voilà, mais bien entendu, un bâtard légitimé, donc qui a un rang à la cour, et d'ailleurs, plus tard, Louis XIV ne va avoir de cesse de le favoriser en faisant même un héritier potentiel de la couronne au cas où Louis XV viendrait à s'éteindre. Vous voyez, aurait-il pu être roi de France? Non, parce que là, vraiment, on pense que Louis XIV avait été trop loin, mais c'est un personnage extrêmement important. Le duc du Maine, justement, chante les louanges de son cousin en disant qu'il fait merveille sur le champ de bataille, c'est vraiment un excellent militaire, un excellent guerrier. Et là commence à naître une rivalité, une petite rivalité, qui, durant la Régence, vous allez voir, va finir par poser problème. Et cette rivalité, elle pose aussi question à Louis XIV. Et là, je voudrais revenir un petit peu, devant quelques temps, sur les relations qu'il y a pu y avoir à cette époque-là entre le grand roi et donc son neveu, le duc de Chartres, hein, vous avez bien compris, donc le futur duc d'Orléans. Eh bien, Louis XIV avait bien sûr une certaine affection pour son neveu, on ne va pas dire le contraire, mais il y avait une forme, on voit bien une forme de jalousie, peut-être par rapport au duc du Maine. Vraiment, Philippe d'Orléans, il avait une certaine prestance, savait parfaitement parler en public, il avait un peu une sorte de tous les dons, tous les talents. On le verra un peu plus tard, c'est pas encore le cas à l'époque, mais en tout cas, il écrasait un peu de sa superbe son cousin, le duc du Maine, qui était en quelque sorte le fils préféré de Louis XIV. Bien entendu, Louis XIV avait un héritier, Monseigneur, le dauphin, qui était bien sûr l'héritier légitime, mais le fils préféré était un peu le duc du Maine, et comme ils étaient tout à fait proches en termes d'âge, eh bien on ne pouvait pas s'empêcher de les comparer. Et certainement que Louis XIV en a éprouvé une petite jalousie vis-à-vis de monsieur. Je ne vais pas vous raconter les relations qu'il y avait entre Louis XIV et monsieur, mais quelquefois il y a eu aussi quelques soucis entre les deux, qui avaient tous les deux d'ailleurs de fortes personnalités. Louis XIV surtout était agacé, en fait, par ce neveu, qui se savait un peu brillant et qui quelquefois avait quand même un comportement qui était un comportement un peu provocateur, c'est-à-dire qui sortait des sentiers battus. Le duc de Chartres vraiment avait une certaine distance par rapport à l'étiquette de la cour, et on le voit sur les champs de bataille. On a des lettres où on dénonce à Louis XIV, on écrit à Louis XIV et on dénonce le comportement du neveu, qui, paraît-il, mange avec la soldatesque, fait asseoir des soldats à sa table, ce qui, bien évidemment, ne se fait pas. D'ailleurs, le duc de Chartres va se faire réprimander. Et puis, vous avez aussi le problème du rapport à la religion. En effet, le duc de Chartres a un rapport très particulier à la religion, un rapport un peu ésotérique. D'abord, il ne communie pas spécialement à chaque fois qu'il le faudrait, ce qui lui vaut aussi des réprimandes, et il adopte, comme je l'ai dit, parfois un comportement un peu provocateur. Par exemple, Saint-Simon, le célèbre mémorialiste, qui était très proche de lui et qui est une mine d'or pour étudier la Régence et pour étudier le Régent, nous raconte que à Noël, lors de la messe de Noël, il lisait vraiment ostensiblement
Rabelais, donc pendant que le prêtre disait la messe. Alors évidemment, ça avait beaucoup choqué à l'époque. Et puis, c'était aussi quelqu'un qui aimait consulter bien on dirait des devineresses, des sortes de piti, des voyantes en fait, tout simplement. Et ça aussi, ça se savait, et ça ne plaisait pas beaucoup à Louis XIV. Alors d'ailleurs, on a une anecdote extrêmement célèbre là-dessus, que Philippe, celui qui était devenu alors Philippe d'Orléans, raconte à Saint-Simon. Il raconte qu'il a vu un voyant italien, et que celui-ci a eu une vision, et qu'il le voyait ceint d'une couronne, et d'une couronne qui n'était pas complètement fermée. Je ne sais pas si vous voyez l'image, ça veut dire qu'en gros, il lui disait, vous allez peut-être gouverner, mais vous n'aurez pas une autorité complète, comme s'il le voyait déjà en tant que régent. C'est très troublant parce que cette anecdote est rapportée par Philippe d'Orléans à son ami Saint-Simon en 1706, c'est-à-dire quasiment 10 ans avant la Régence. Donc, voilà, c'est juste à mettre de côté, mais vous le voyez, quelqu'un qui consulte eh bien, les devins et les charlatans. Et puis, il a été mêlé aussi à des scandales. Notamment en 1696, on a arrêté une marchande de filtres d'amour et on découvre qu'elle a des lettres où on parle de l'achat du duc de Chartres. C'est-à-dire que le duc de Chartres a été en lien avec elle pour acheter certains filtres. Alors ça, c'est très très mal vu, parce que vous avez eu une vingtaine d'années auparavant la fameuse affaire des poisons, qui justement a vraiment ébranlé la monarchie, et Louis XIV, et d'ailleurs Louis XIV va tout faire pour effacer les preuves, ayant extrêmement peur que le scandale éclate et que son neveu, vous voyez, qu'il l'énerve beaucoup à ce moment-là, mais en même temps, il le sauve parce qu'il fait quand même partie de la famille royale. Alors, c'est mon instant publicité, puisque, vous allez voir, je suis très très ouvert. Nous sommes dans l'antre de Franck Ferrand, mais je vous signale que ce soir, vous avez un secret d'histoire présenté par Stéphane Bern sur l'affaire des poisons. Donc, je ne vous en dirai pas plus. Si vous avez envie de mieux connaître cette affaire, eh bien, vous ouvrez votre poste de télévision ce soir et vous saurez tout donc, sur l'affaire des poisons. Donc, une relation finalement qui est extrêmement compliquée à cause de la religion, à cause des provocations, et puis, bien sûr, une relation qui est compliquée à cause des maîtresses. C'est-à-dire que le jeune duc de Chartres, eh bien, est très porté sur la chose, c'est un galant homme, et il collectionne les maîtresses. Et là, vous allez me dire, mais Louis XIV aussi. Donc, pourquoi Louis XIV lui en voulait-il à ce point? Mais il y a ça deux raisons. D'abord, le duc de Chartres aimait les maîtresses, mais aimait ce qu'on appelait alors les femmes de petite vertu, c'est-à-dire que ces maîtresses n'étaient pas des comtesses ni des marquises. Il habitait déjà le Palais Royal, et à côté du Palais Royal, à cette époque, vous aviez l'opéra. Et à l'opéra, il y a des danseuses. Et donc, en gros, je suis désolé de le dire comme ça, en fait, le jeune duc de Chartres faisait son choix parmi les danseuses de l'opéra, avec lesquelles, d'ailleurs, il a eu des enfants. De manière générale, sur sa vie, d'ailleurs, on pense qu'il a eu, on compte, une vingtaine de maîtresses, mais je pense très sincèrement que vous pouvez multiplier le chiffre par 2 si vous voulez avoir un compte approchant. Donc ça plaisait pas trop à Louis XIV, d'autant plus qu'en 1692, eh bien, le duc de Chartres, alors excusez-moi, oui, ça c'était juste, je fais une petite incise, c'est un tableau donc, du duc d'Orléans avec Madame de Parabère, qui était sa maîtresse sous la Régence, qui est considéré comme le tableau quasi officiel de la Régence. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça donne. C'est-à-dire que pour le tableau officiel de la Régence, il se fait peindre en compagnie de sa maîtresse en titre de l'époque. Donc là aussi, il n'avait pas complètement perdu cet aspect provocateur. Voilà. C'était plutôt de la duchesse d'Orléans, Mademoiselle de Blois, dans sa jeunesse, que je voulais parler. Pourquoi? Parce qu'en 1692, eh bien, cette jeune princesse
va se marie donc au duc de Chartres. Et cette jeune princesse n'est autre qu'une fille, bâtarde également, de Louis XIV. Si vous me suivez, c'est la sœur du duc du Maine, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc une fille également de Madame de Montespan. Et là encore, voilà, ce que Louis XIV est prêt à accepter de la part d'un oncle par rapport à son neveu, il ne l'accepte pas, bien entendu, de la part d'un beau-père par rapport à un beau-fils. Alors, c'est vrai que, donc, pour cette raison que Louis XIV avait beaucoup de mal avec les maîtresses de Philippe d'Orléans, mais Philippe d'Orléans a aussi une autre excuse, c'est-à-dire que ce mariage a causé beaucoup d'ennuis dans la famille royale. Il faut dire que la duchesse d'Orléans, c'est une bâtarde. Et donc, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit auparavant, les parents, monsieur et madame, sont très attachés au rang. Et ils ne voulaient absolument pas que leur fils soit marié à une fille légitimée. Ils voulaient que ça soit une véritable princesse. Et bien entendu, Louis XIV a imposé ce mariage vraiment de haute lutte, notamment contre